Merci, bonjour tout le monde. Donc, je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de prendre la parole à cette séance. Je tiens d'abord à vous présenter les regrets du docteur Amadou Alpha Sall, qui est le directeur de l'Institut Pasteur de Dakar, qui était prévu au départ pour faire cette présentation, mais qui a été retenu à l'étranger. Donc, il m'a chargé de préparer une autre présentation et de venir présenter. Donc, ce sera un peu plus technique que celle qu'il avait préparée. Donc, je suis mathématicien et je suis spécialisé en statistique génétique. Donc, j'ai fait mon cursus à l'étranger, à l'Institut Pasteur à Paris. Et je travaille maintenant avec un collègue, Mamadou Diop, à l'Institut Pasteur de Dakar, dans un groupe de biostatistique, biomathématiques et modélisation, bioinformatique et modélisation. Alors, je vais d'abord commencer à vous présenter l'Institut Pasteur de Dakar, pour ceux qui ne connaissent pas. L'Institut Pasteur de Dakar est une fondation de droit sénégalais qui est à but non lucratif, d'utilité publique et qui contribue à la santé publique en Afrique et particulièrement au Sénégal. Les principales activités de l'Institut sont la recherche, l'éducation, la formation, l'expertise médicale et particulièrement la production du vaccin contre la fièvre jaune. Alors, l'Institut Pasteur de Dakar fait partie d'un réseau de 33 instituts, donc 33 instituts Pasteur qui sont répartis sur 26 pays et ça compte à peu près 23 000 collaborateurs et avec des centres de référence OMS qui sont au sein de ces instituts. Donc, c'est représenté sur tous les continents et donc on travaille vraiment en réseau. Il y a eu des efforts dans le renforcement des capacités en bioinformatique au niveau du réseau international des instituts Pasteur et particulièrement dans certains instituts comme celui de Dakar où depuis 2 ans, il y a la mise en place d'un groupe de recherche sur des méthodes et outils en biomathématiques et bioinformatique. Ce groupe travaille sur un projet initial, donc on démarre par un projet qui est l'identification des facteurs génétiques, environnementaux et leurs interactions dans les maladies infectieuses. Donc on sait que les maladies infectieuses sont des maladies qui sont à la fois influencées par les effets de l'environnement, les effets de l'hôte et même des fois et souvent aussi les effets du pathogène. Et donc, trouver les interactions, comment ça interagit pour agir sur la diversité des différentes formes de la maladie est un challenge pour les chercheurs. Les types d'analyses qu'on effectue au sein de notre groupe ici à Dakar, c'est surtout de l'analyse statistique de données, de la modélisation, de la bioinformatique en analysant des données génomiques, de la statistique génétique, donc c'est vraiment des statistiques spécifiques pour étudier l'association entre le génome et les phénotypes des maladies, de la programmation informatique pour que quand on trouve des méthodes aussi ou quand on améliore des méthodes, qu'on puisse créer des programmes ouverts à partager, qu'on partage avec les collègues qui travaillent dans le même domaine. Donc on travaille au niveau national, on a un réseau de partenaires qui sont les universités, mais vraiment représentés par le centre d'excellence, le CIA Mythique, dont le professeur Ndoye avait parlé tout à l'heure. On travaille aussi avec EMS, qui est une école d'excellence en mathématiques, qui est aussi un réseau en Afrique, avec le second institut qui a été installé ici à Dakar, au campus de l'IRD à Hambourg. L'Université Paris-Sud et l'IRD. Et on travaille vraiment surtout qu'avec des ordinateurs et des serveurs. On a des serveurs au niveau local sur lesquels on peut travailler pour avoir vraiment de la puissance de calcul. Et quand on est vraiment débordé, on peut se connecter sur des serveurs qui sont au niveau de l'Institut Pasteur à Paris. Je vais vous donner un exemple de projet de recherche sur lequel on a travaillé. Et c'est un projet de recherche qui porte sur le paludisme et un autre aussi sur les arboviroses. Et les principales questions, c'était la recherche de facteurs déterminants dans les infections et aussi dans les différentes formes de la maladie. Il y a des facteurs environnementaux, des facteurs épidémiologiques,
qui sont recherchés en général de façon classique par les méthodes, les approches statistiques classiques comme le data mining, la régression, tout ce qu'on fait pour rechercher des facteurs associés. Il y a aussi les facteurs génétiques qui sont un peu plus complexes à rechercher. Et les sites d'études sont représentés ici sur la carte. C'est au niveau de la région du Sine Saloum, Djelmo et Ndiop, près de la Gambie, et aussi à Kédougou. Pour rechercher les facteurs génétiques, donc il y a d'abord une étape qui essaye de voir est-ce que les traits liés à la maladie, la variance du trait a une variabilité qui est imputable à la génétique de l'hôte. Et donc ça, avec des modèles mathématiques de composantes de la variance, on arrive, par exemple ici, sur les données de Djelmo Ndiop, à estimer 14% de variance phénotypique. Ici, c'était les accès, la fréquence des accès palustres. 14% de variance phénotypique, donc, attribuable à la génétique de l'hôte. Et donc, la question qu'on se pose naturellement, c'est quels sont les gènes spécifiques qui sont concernés, qui sont impliqués dans cette variance. On n'aura pas peut-être l'ensemble des gènes qui peuvent expliquer cette variabilité, mais quels sont les gènes les plus déterminants. Et de là intervient la bioinformatique, la statistique et vraiment la manipulation de données à grande échelle. Donc, principalement, notre objectif donc, de recherche au sein de notre groupe, c'est de développer des méthodes et outils biomathématiques, bioinformatiques et statistiques, mettre en place des pipelines d'analyse qui sont adaptés au contexte d'études d'association pangénomiques pour les maladies multifactorielles, et comme ça, identifier les mutations génétiques qui sont impliquées. Et souvent, le plus difficile, c'est que pour les maladies sur lesquelles on travaille, c'est une implication conjointe de gènes. Et c'est là où il faut vraiment des méthodes spécifiques pour trouver ce qui se passe. On est dans un contexte favorable et défavorable en même temps en ce qui concerne la production de données génétiques. Favorable parce que l'accès est de plus en plus facile. Des données génomiques sont de plus en plus accessibles. Et l'inconvénient, c'est que ça pose une difficulté pour les traiter, les stocker et tirer de l'information dans cette grande masse de données. Et ça, c'est dû à la révolution donc, des techniques de séquençage depuis quelques années, avec une baisse très accélérée, donc c'est la courbe en verte, du coût de séquençage d'un génome humain complet. Le coût baisse beaucoup plus rapide que même la baisse des coûts des composantes informatiques qui a été prédite par la loi de Moore. Les informaticiens connaissent cette loi. Donc, le coût d'un génome complet humain baisse plus rapidement que cela. Et donc, par conséquent, on a des données volumineuses et il y a un défi dans l'exploitation, dans le management et l'exploitation. Donc, en général, ces données sont collectées au niveau de structures hospitalières. Donc, c'est des échantillons sanguins sur lesquels l'ADN va être isolé, séquencé pour avoir l'information génétique. Et aussi, il y a les fiches qui accompagnent pour avoir tout ce qui est description clinique et tout ce qui concerne les données personnelles du patient. Donc, il y a des techniques pour produire les données génétiques. Il y a quelques années, c'était le génotypage, où on pouvait vraiment pointer des marqueurs génétiques à l'aide de puces et typer les personnes là-dessus. Et maintenant, on est à l'ère du séquençage où on peut vraiment screener base par base l'ADN humain. Il y a un problème donc, dans le stockage. Donc, il faut du stockage, c'est des données volumineuses, management et des analyses statistiques adéquates pour sortir l'information. Sur les 2 villages dont je vous parlais, un exemple d'étude qu'on a fait récemment, c'est sur à peu près 700 personnes avec 720 000 marqueurs génétiques. Et sur ces personnes, on avait leur statut d'infection à 4 arboviroses, Zika, fièvre jaune, West Nile et dengue, et aussi un phénotype qui est lié au paludisme, qui était un score de risque d'accès palustre. Et on a essayé de voir quelles sont les régions génomiques et les mutations spécifiques qui peuvent être associées à ces risques d'infection ou à des scores variés pour le palu. Par exemple, là, pour les arbovirus, on a vu, par exemple, je donne rapidement juste sur le 2e graphe, par exemple, on peut voir que pour Zika et pour dengue, il y a sur le chromosome 20 une même région génomique qui sort avec un signal, donc plus le pic est haut, plus le signal est fort, le signal de liaison
entre cette région génomique et le risque d'infection lié à ces virus. Sur les mêmes populations, on a aussi exploité donc, ces données de génotypage et on peut voir comme ça la diversité génétique des populations qu'on étudie et les comparer aussi avec les autres populations du monde. Donc on a eu les génomes d'autres populations qui sont disponibles sur des bases de données publiques via le site AppMap. Et donc là, on peut voir en rouge la diversité très large, la diversité génétique des populations africaines, c'est en rouge. En vert, c'est par exemple les Mexicains, etc. En bleu, les Européens. Et encerclé, c'est les populations sénégalaises qu'on a dans la région du Sine Saloum, avec un zoom qui montre aussi encore de la diversité en fonction des différentes ethnies, Djoula, Fulani, Mandeng, Serer ou Wolof. Un premier résultat d'association nous montre quelques pics de marqueurs. Donc chaque point, il y a tellement de points que c'est dense que cette représentation donc, montre sur les 720 000 marqueurs qui sont ici, donc il y a 720 000 points qui sont entassés, c'est pourquoi on voit des bandes en couleur, et chaque bande représente un chromosome, et on peut voir que sur le chromosome 1, le chromosome 2 et d'autres chromosomes, on a des signaux qui sont intéressants, des signaux d'association avec le risque d'accès palustre. Récemment aussi, on a de la capacité de séquençage maintenant au niveau de l'Institut Pasteur de Dakar, avec l'acquisition d'un MySeq Illumina. Et ça nous a permis de faire quelques runs de séquençage d'échantillons cliniques humains avec un pipeline de pathogen discovery en essayant de découvrir de nouveaux pathogènes qui seraient dans cet échantillon. Donc amplification, séquençage aléatoire. Et donc avec plus bas, je vais le montrer dans la slide qui suit, les étapes pour identifier de nouveaux pathogènes. Et ça, c'est vraiment important lors d'épidémies, de savoir quels sont les pathogènes qui circulent dans la zone touchée. Une fois que les données sortent du séquençage, donc, il y a une analyse bioinformatique qui est classique, qui est faite. Donc pour celle-là, contrôle qualité des lectures, donc des lectures qui sortent du séquençage, nettoyage, assemblage de nouveau et identification sur la base de données nucléotides. En termes de formation des jeunes chercheurs, des chercheurs en général sur la bioinformatique, nous avons organisé en 2015 avec certains partenaires dont le Centre d'excellence de la Banque mondiale, donc le CIA Mythique qui est à Saint-Louis, le réseau des Instituts Pasteur et l'Institut Pasteur de Dakar. En 2015, un cours dont le professeur Ndoye a parlé aussi, avait montré une photo. Voulez-vous conclure parce que vous avez dépassé. Voilà. Donc, on a organisé donc, un cours en NGS et GWAS sur le campus de l'IGB. En 2016, on en a refait une avec d'autres partenaires en plus, EMS et H3A, qui sont en Afrique du Sud. Et pour celui de 2017, on n'a pas encore de nouveaux sponsors, mais on est la même équipe de 2016. Les participants venaient d'un peu partout dans le monde, donc ça, cette carte représente sur les 2 années la provenance des participants à ce cours. Et il y a aussi la mise en place d'un master en biomathématiques et bioinformatique par le Centre d'excellence, qui est un master interuniversitaire qui est en cours de mise en place, dont l'Institut Pasteur aussi fait partie. Et récemment aussi, à Saint-Louis, ils ont instauré aussi un cours de statistique génétique au niveau du master de l'UGB. Voilà, c'est bon. Donc voilà, c'était la dernière slide. Je vous remercie et je m'excuse du temps. Monsieur Barry. On va amputer votre temps de parole pour être à l'heure. Merci. C'est votre collègue qui vous a pénalisé. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Accélérez. Moi, je vais donc aller un peu plus vite en abordant ici donc le système d'information pour la surveillance et l'alerte épidémiologique. Donc, vous allez souvent entendre parler au Sénégal du réseau de surveillance sentinelle syndromique pour le Sénégal. Voilà, donc nous disons que l'émergence d'agents infectieux nouveaux
tels que le virus H1N1 ou le virus H5N1 pandémique. Et aussi, surtout, l'avènement de l'épidémie de maladie à virus Ebola récemment enregistrée en Afrique de l'Ouest, d'une part, et d'autre part, l'importance des échanges internationaux liés donc à la mondialisation ont quand même suscité le développement ces dernières années des systèmes de surveillance à temps réel des populations. Et ce sont des systèmes qui sont ici basés sur donc, la collecte automatisée des données à temps réel et des données qui sont analysées donc, à temps réel pour permettre d'identifier le plus précocement possible un phénomène de santé inhabituel et pour pouvoir ici à la fin mettre des mesures de contrôle assez rapides. Voilà, donc ce système vise ici donc à identifier et à alerter précocement tout phénomène de santé inhabituel et également de prévenir et de prévoir et suivre l'évolution des tendances et des différents syndromes que nous avons sous surveillance, mais également et surtout de développer des réseaux de partenariats. Ici, il s'agit donc de partenariats sud-sud ou de partenariats nord-sud. Et donc, il faut noter ici que ce système il a évolué au cours du temps. Alors, nous sommes passés d'un système de surveillance biologique qui était axé sur les virus grippaux en 1996 vers un système de surveillance syndromique qui a intégré ici des syndromes fébriles qui étaient définis comme étant des pathologies prioritaires pour la santé publique au Sénégal. Et aujourd'hui, nous visons donc à intégrer donc le volet One Health et aussi l'extension du réseau dans les zones jusque-là non couvertes. Voilà, donc au tout début, il y avait eu quand même un comité de pilotage qui a été mis en place et ce comité était donc constitué du personnel en charge de la surveillance au niveau du ministère de la Santé du Sénégal, le représentant du bureau OMS pays et au niveau de l'Institut Pasteur de Dakar, c'est surtout les unités d'épidémiologie et le pôle de virologie qui œuvrent beaucoup plus dans ce système. Voilà, donc ici nous avons un maillage assez large au niveau du Sénégal. Vous voyez qu'on est presque présent un peu partout au niveau du Sénégal. Et il y a tout dernièrement 5 nouveaux sites qui ont été identifiés et qui sont en train d'être mis en place. Et donc nous avons 2 volets. Il y a un volet syndromique qui est basé donc sur des définitions purement cliniques et un volet biologique qui est ici repose sur donc, des prélèvements nasopharyngés pour les cas suspects de grippe, donc des TDR et des gouttes épaisses pour les cas fébriles qui sont reçus en consultation dans l'ensemble des sites sentinelles, mais également des prélèvements sanguins qui sont faits avec sérologie et PCR à la recherche de tous ces virus à potentiel épidémique. Voilà donc, pour la transmission de ces données, donc, nous sommes passés d'un système de transmission classique qui utilisait donc des SMS codés en utilisant donc la téléphonie mobile. Et aujourd'hui, nous avons migré vers un système Android donc, qui permet de stocker ces données immédiatement au niveau du serveur. Voilà donc globalement ce système résumé. Vous avez donc ici des données syndromiques qui sont transmises au niveau du serveur immédiatement et des données biologiques qui, avant d'être transmises au niveau du serveur, sont d'abord acheminées au niveau du pôle de virologie pour être analysées. Et il y a une plateforme de système Early Warning qui est reliée à ce serveur-là et qui permet ici d'analyser ces données à temps réel et de générer des courbes épidémiques. Et par ailleurs, nous émettons également un bulletin de rétro-information qui est soumis donc au ministère de la Santé chaque semaine. Et à partir du ministère de la Santé, ce bulletin est réparti dans toutes les régions et districts du Sénégal. Voilà donc ce que ce système peut nous mettre en évidence. Ça nous permet par exemple de voir ici la distribution donc, des différents syndromes sous surveillance à l'échelle nationale. On voit ici par exemple que le paludisme est beaucoup plus observé dans les zones du sud telles que l'a été évoqué hier par le programme national de lutte contre le palud. Et en 2015, le système nous a permis de mettre en évidence donc, des flambées épidémiques au niveau d'une zone du sud qui est à Kédougou et une autre zone au niveau du nord à la frontière avec la Mauritanie. Et lorsqu'on a fait donc l'analyse des prélèvements sanguins issus de ces patients qui avaient ces syndromes d'Englike, ça nous a permis de mettre en évidence donc, des cas de chikungunya en 2015 à partir du mois de septembre et des cas de fièvre de la vallée du Rift au niveau de la zone du nord à la frontière avec la Mauritanie. Et pour tous ces cas, donc, on a lancé l'alerte très rapidement au niveau du ministère de la Santé et tout de suite donc, des équipes mixtes constituées du ministère de la Santé et de l'Institut Pasteur ont pu aller sur le terrain pour faire des investigations séro-épidémiologiques et entomologiques. Et tout dernièrement, donc en fin 2016 également, nous avons noté des flambées épidémiques en rapport toujours avec les cas suspects d'arbovirose à partir du mois d'octobre à novembre.
Et lorsqu'on a fait donc les analyses des échantillons sanguins qui ont été prélevés, ça nous a permis de mettre en évidence des cas de dengue, donc sérotype 3. Et là également, nous avons lancé l'alerte immédiatement au ministère de la Santé. Nous avons fait des investigations épidémiologiques et ça nous a permis donc de contrôler très rapidement cette épidémie et d'éviter donc sa propagation à l'échelle nationale. Et donc, en dehors donc, de ces phénomènes sanitaires inattendus, le système peut également mettre en évidence des phénomènes sanitaires attendus, tels que ici la saisonnalité de la grippe. Nous observons ici sur 4 années consécutives donc, des pics de flambée de grippe qui surviennent à peu près sur la même période, sauf qu'en 2015, on a quand même observé un léger pic au tout début de l'année 2015. Et lorsqu'on a essayé de voir sur le plan de la surveillance biologique, qu'est-ce qui se passait, on a donc observé qu'au tout début de l'année 2015, il y avait quand même une forte circulation du H1N1 pandémique, suivie donc à la période de la phase classique de saisonnalité d'une co-circulation entre le H3N2 et le type B. Voilà donc en conclusion ce que ce système peut nous permettre d'avoir. Il s'agit donc d'un premier système de surveillance à temps réel qui a été mis en place au Sénégal. Et donc, c'est un système qui est complémentaire de la surveillance classique. Il ne va pas remplacer la surveillance classique, mais il va le compléter pour permettre de mettre en évidence rapidement des épidémies. Et sa capacité à mettre en évidence des épidémies à risque potentiel a été quand même démontrée par les résultats que nous venons de montrer. Et cela s'appuie aussi sur la synchronisation entre une surveillance syndromique et une surveillance biologique qui permet de confirmer ce qu'on est en train de voir sur le plan épidémiologique. Et donc, une première évaluation a permis de constater que le système était assez réactif et que donc, les rétro-informations qu'on faisait au niveau du ministère de la Santé les permettaient de prendre des actions le plus rapidement possible pour éviter la propagation des épidémies. Et également, l'évaluation a permis de noter que les participants, les acteurs sur le terrain étaient vraiment motivés à contribuer à faire vivre ce système. Voilà, donc je ne saurais terminer sans remercier donc, les partenaires et aussi donc, les organisateurs de ce forum qui nous ont l'opportunité de partager ces activités. Et également de remercier surtout ces acteurs sur le terrain qui tous les jours travaillent pour faire vivre ce réseau et permettre donc d'avoir des résultats qui puissent éviter quand même des propagations d'épidémies au niveau du pays. Je vous remercie.